Bien voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'économie sociale solidaire et la data, l'ESS. Cette économie sociale solidaire qui sont ces structures avec les principes de solidarité, d'utilité sociale, ces modes de gestion particuliers où bien sûr les bénéfices sont strictement encadrés dans ces logiques-là. Et 55, donc cabinet de conseil spécialisé dans la data, reçoit aujourd'hui deux associations sur ce sujet. Donc moi, je suis Ludovic Moulard. Vous m'avez peut-être vu d'ailleurs présenter des sujets en rapport avec la data, mais depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai complètement changé pour parler des sujets de développement durable, pour traiter ces sujets-là pour 55, et puis à mes heures perdues aussi accompagner des associations, des structures dans le domaine de l'ESS sur ces sujets. Et avec nous aujourd'hui, pour parler de tout ça, nous avons deux intervenants. Donc Guillaume Plouin, qui est directeur produit et DSI à la Fresque du Climat. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Céline Mott, du coup, co-directrice de la marketplace Label Emmaüs. Bonjour Céline. Bonjour à tous, enchantée. Et tout d'abord, Céline, est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu ce qui a fait que tu as choisi de t'engager et rejoindre, co-créer cette association? Un petit peu, quelques mots sur ton parcours. Alors, dites-moi si... Oui, dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Céline. J'ai travaillé quelques années dans le secteur plus classique du retail. Voilà, j'ai aussi été acheteuse, donc acheter des produits toujours moins chers. Et j'ai eu envie de donner plus de sens à ce que je faisais. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer et de découvrir le projet de la coopérative Label Emmaüs. Et voilà, j'ai rejoint le projet il y a maintenant 5 ans. Et c'est un plaisir de se lever tous les matins pour bosser pour quelque chose qui a du sens et voilà, un impact concret voilà, dans la mesure du possible. Voilà, pour moi. Et Guillaume, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint la Fresque? Alors moi, j'étais à la base architecte informatique et je travaillais beaucoup dans la prospective, donc dans les nouvelles technologies. Donc j'étais très technosolutionniste, on va dire, pendant assez longtemps. Et puis j'ai fait ma transition il y a une dizaine d'années. D'abord, j'ai travaillé dans une société qui faisait du calcul thermique pour la rénovation énergétique. Donc là, c'était déjà un peu orientation, on va dire, écologique. Et ça m'a amené à faire la connaissance de Cédric Rickenbach, qui est le créateur de la fresque du climat, parce que j'ai travaillé à cette époque-là pour le Shift Project. Voilà, et quand la fresque s'est développée, qu'il y a eu besoin de quelqu'un à l'informatique, j'ai levé la main, et donc ça fait 3 ans que je fais la fresque. Et en 2 mots, je travaille beaucoup sur quelque chose qu'on appelle la plateforme, qui est un mot un peu vague, qui est un outil à la disposition de tous les bénévoles. On en parlera peut-être un peu plus tard. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la Fresque du Climat en quelques mots pour démarrer, pour nous lancer là-dedans? Alors, peut-être sur la slide d'après. Alors, pour ceux qui ne... ah oui, non, peut-être celle d'après, pardon, encore après. Pour ceux qui ne sauraient pas, la fresque du climat, c'est un atelier participatif qui dure 3 heures et qui est basé sur un jeu de cartes. Donc, les gens, en fait, doivent considérer des cartes et retrouver les diagrammes un peu de causes-conséquences. Donc, quelles sont les causes de tel phénomène? Et ça amène à avoir une compréhension un peu systémique du changement climatique. Donc, globalement, les humains conduisent des voitures, les voitures émettent du CO2, etc. Vous voyez un peu le genre de choses. Et donc, ça fonctionne de manière assez autonome, c'est-à-dire que les participants découvrent les cartes et comprennent un peu par eux-mêmes. L'animateur n'a pas un rôle extrêmement important. Et donc, ça permet de se prendre conscience, en fait, des réalités du changement climatique, parce que souvent, les gens ont une vision un petit peu vague de ça. C'est-à-dire que, et parfois un petit peu optimiste. Alors d'ailleurs, la fresque du climat, ça, je dirais que ça fonctionne en U, c'est-à-dire qu'au début, on se prend un petit peu quand même une sorte de choc parce qu'on réalise à quel point les choses sont quand même un petit peu graves. Et puis à partir de là, on
va accueillir un petit peu les émotions, donc avoir les réactions de tout un chacun, et puis ensuite on remonte la pente, c'est-à-dire qu'on voit que grâce au passage à l'action, on peut faire bouger tout ça. Donc le U, vous voyez, c'est on descend, puis ensuite on remonte, on réalise que grâce au passage à l'action, les choses peuvent changer. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais mis dans les slides là. Alors le slide d'après, en fait, on revient un petit peu là-dessus, voilà, d'abord on comprend le changement climatique, ensuite on va accueillir les émotions, puis après on va se projeter dans l'action. Alors peut-être que je devrais revenir à la première slide parlait en fait de notre raison d'être. Alors la raison d'être, c'est nous on se positionne un petit peu du côté de l'éducation, de la formation. Donc notre objectif, c'est d'amener les participants à comprendre les enjeux du changement climatique, de sorte à ce qu'ensuite il puisse y avoir un passage à l'action. On parle de bascule, un passage à l'action dans un objectif de préserver le vivant. Parce qu'on a élargi un petit peu le sujet, on n'est pas juste sur le changement climatique, on va dire, mais on veut, de manière générale, préserver le vivant. Donc, il y a aussi les enjeux de biodiversité, des choses comme ça. Alors, pour donner 2 chiffres, on a aujourd'hui une communauté de presque 70 000 animateurs. Donc, ça, c'est les gens qui animent la fresque du climat. Donc, on a 70 000 bénévoles. Et puis, on a déjà sensibilisé 1 500 000 personnes. Donc, on peut dire que ça prend assez bien. On fonctionne en France principalement, mais on se développe à l'étranger aussi. Donc, il y a 45 000 animateurs en France et le reste à l'étranger. Et donc, on a une envie de se développer à l'international. Et voilà. Et toute la question est le passage à l'action, parce qu'effectivement, les gens souvent sortent de l'atelier en ayant appris et en ayant quelque part envie de faire bouger les choses, mais est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, est-ce qu'ils vont participer à un grand changement? C'est toute la question. Alors effectivement, juste sur le chiffre de 1 500 000 participants, on a en tête, je crois, le passage du million qui était là, finalement l'année dernière, hein, c'est bien ça? C'était en avril dernier qu'on a passé le million. Alors c'était un pari un peu fou des débuts, quand la fresque a été lancée, d'arriver à sensibiliser 1 million de personnes, et on l'a dépassé. Donc, je veux dire que c'est pas, on est plutôt fier de ça. Voilà. Et puis la communauté n'arrête pas de grandir, hein. On a de plus en plus d'animateurs. C'est la raison pour laquelle on développe un outil à ce propos. Alors peut-être sur ce slide-là, notre approche très très centrale, c'est d'être scientifique. Donc on ne fait que, on va dire, synthétiser les rapports du GIEC. Et en particulier, on ne prône pas de solution en particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas partisan, on ne donne pas de jugement. Alors ça nous permet de faire des animations, par exemple, dans les grands groupes qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, hein. Par exemple, on fait des animations chez Total, je sais pas, chez Airbus, etc. Mais on n'est pas partisan, donc on explique le problème, on donne des pistes de solutions, mais on ne va pas montrer du doigt qui que ce soit. Et voilà, donc on est là pour relayer les rapports du GIEC. Et si dans notre tête à nous, on est un peu plus écolo que ça, on n'en parle pas au cours de la fresque du climat, hein. Donc l'objet, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, quels que soient les profils des gens. Et on a des gens qui peuvent être conflictés. Alors qu'on entend par conflicter le fait que quand je travaille chez Airbus et que je reçois la fresque du climat, quelque part, ça me met dans une position de dissonance cognitive, hein, par rapport à ce que je fais au quotidien. Et on ne va pas juger ces gens, on va essayer de les aider à résoudre ce conflit, en fait. Voilà, donc bienveillance et puis assise scientifique. Et alors, il y a une autre question. Oui, pardon. Pardon, je t'en prie. Non, vas-y, parce que sinon, moi, je vais aller très vite. Non, mais ce que je voulais dire, c'était simplement, effectivement, cette difficulté lorsqu'on travaille dans un secteur ou dans un domaine qui fait aussi partie du problème, de trouver des moyens de bascule, en fait, comme tu le disais, hein, de transformation. C'est des choses qui prennent du temps, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc, ça peut effectivement être un petit peu, comment dire, submergent comme atelier par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à l'inverse, c'est très intéressant d'influencer ces personnes-là qui justement ont les mains pour transformer, pour changer. Oui, alors par exemple, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui est pilote long courrier en France, et c'est un peu compliqué pour lui parce qu'effectivement, il a pris conscience du changement climatique,
Et la question, c'est se mettre en action de manière honnête, parce que sans forcément aller dans le greenwashing aussi, hein, effectivement, voilà, de voir comment quelque chose de manière. Moi, j'aime bien en fait ce que j'appelle l'unité entre pensée, parole et action, c'est-à-dire que d'être profondément honnête dans ce qu'on dit, quoi. Donc, je digresse un peu là. Non, mais bon, c'est un sujet évidemment passionnant. Typiquement, chez 55, c'est aussi un sujet pour nous. C'est-à-dire qu'on se pose réellement la question sur toute notre activité et on y travaille au quotidien pour se transformer. Mais c'est un long chemin, hein. C'est évidemment pas, ça, ça ne se règle pas en quelques mois, c'est certain. C'est des transformations profondes, c'est sûr. Et sur un des sujets dont tu m'avais parlé aussi, Guillaume, qui est cette logique quelque part de gouvernance, hein, qu'on va retrouver chez plusieurs acteurs de l'ESS, c'est-à-dire cette logique de décentralisation, en tout cas de laisser la main à la communauté. Est-ce que tu peux nous raconter quel était justement le point de départ pour la fresque là-dessus? Alors, pour moi, ça, c'est un peu des coups de génie du créateur de la fresque, donc Cédric Lingenbach, c'est qu'il a su s'inspirer du Parti pirate en Suède, et la méthode soit moi, il vient de là. En fait, c'est l'idée qu'on autonomise les gens au maximum et on leur laisse prendre beaucoup d'initiatives. Alors, voilà, c'est un petit peu ce qui est résumé sur le schéma qu'on voit là. Alors, il y a un point qui est la règle de 3, c'est-à-dire que quand on va prendre une décision, on va le faire à 3 pour s'assurer que on a bien pesé les tenants et aboutissants de tout ça. Mais à partir de là, on laisse beaucoup de liberté aux gens pour avancer. Alors, par exemple, il me semble que quand il y a eu le confinement à la fresque, il y a des gens qui ont pris l'initiative de tester des outils pour faire des fresques en ligne, donc faire des jeux de cartes en ligne, faire de la visio comme on le fait actuellement. Et donc, la communauté s'est débrouillée en fait pour mettre en place des outils qui ont très bien fonctionné. Et ça a permis à la fresque du climat de continuer à exister pendant le confinement, même si on ne pouvait plus jouer avec des cartes. Il y a plein d'initiatives. Alors, par exemple, on a des initiatives dans différents pays. On a ce qu'on appelle des référents qui lancent des tas de choses. Et on s'aperçoit, suivant les pays, les manières d'aborder le sujet du changement climatique ne sont pas identiques. Par exemple, aux États-Unis, ils sont plus business. En Chine, ils sont plus, ils ont un esprit un peu plus respectueux d'une sorte de règle. Et donc, cette méthode, en fait, de faire confiance un peu aux gens, s'est révélée très efficace dans le recrutement de tous ces bénévoles et dans l'augmentation de la taille de la communauté. Et alors moi, ça m'inspire beaucoup parce que dans l'informatique, on connaît un petit peu le monde de l'open source. Le monde de l'open source, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a cette idée que, par exemple, Linux, le système d'exploitation, il y a des millions de contributeurs, enfin des milliers, pardon, de contributeurs dans le monde. Et il y a aussi ce côté où chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. Et donc, dans la culture un peu d'informaticien, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Cette idée que il faut laisser les gens contribuer, laisser les gens prendre l'initiative. Et je pense que c'est quelque chose qui était vraiment une très bonne idée de Cédric. Alors, ça a un petit défaut, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Alors, nous, l'équipe permanente, on est là aussi pour essayer de remettre les choses un peu au carré. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus positif que négatif, hein, ce côté, c'est cette culture de duocratie, quoi. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre à donner à tout ça. C'est ça que tu veux dire? Oui, alors de temps en temps, on essaye de recadrer un peu les choses. Par exemple, que, je sais pas, que les codes des documents ne soient pas dispersés dans des tas d'endroits, ou bien que, je sais pas, qu'on utilise des outils communs, ou qu'on utilise des pratiques communes. Alors, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait plein de manières d'animer la fresque, et qu'il y avait peut-être des gens qui faisaient trop le côté un peu dramatique, et pas assez le côté, eh bien, on peut passer à l'action pour résoudre côté dramatique. Et donc, on essaye un peu de cadrer les gens pour qu'ils prennent bien en compte aussi cette idée que, voilà, on fait un constat, mais aussi il y a une possibilité d'action. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Donc, on essaye un petit peu d'unifier un petit peu la prise de parole, des choses comme ça. Mais on écoute beaucoup les gens. Donc, on a beaucoup de petits comités de projet qui sont faits par les bénévoles et qui permettent de construire beaucoup de choses. D'accord, intéressant. Tu voulais nous Alors dire un ensuite, petit mot sur votre culture data? voilà, alors j'avais mis un slide. Alors, bon, alors c'est un petit peu ce que je fais moi. Donc, c'est ce que j'appelle la plateforme, hein, ce terme qui ne veut pas dire grand-chose. C'est l'espace animateur, en fait.
Et dans l'espace animateur, on permet aux animateurs d'organiser des fresques. Bon, ça s'appelle créer une session à droite. Et il y a quelque chose qui est très fondamental, c'est que comme on est parti sur ce chiffre, un peu, cette ambition un peu folle qui était le million, depuis le début, on a compté tout. Et on a compté le nombre d'ateliers, le nombre de formations, le nombre de participants par personne, par pays, par département, et puis au global. Et donc là, vous voyez un peu une photo d'écran de cet outil qu'on a développé. Et on voit par exemple que ce François-Joseph, alors qu'il est un des animateurs de la première heure, ce François-Joseph, vous voyez, il a animé 195 ateliers, il a sensibilisé 7000 personnes. Alors ensuite, une fois qu'on est très abouti, on forme d'autres animateurs, hein. Ça, c'est un des trucs qui fonctionne bien pour passer à l'échelle, c'est train the trainer, hein. C'est que les gens qui sont bons forment d'autres formateurs, qui forment d'autres formateurs, etc. Et donc, François-Joseph a formé 557 autres formateurs. Et alors ensuite, on a une espèce de gradation dans les animateurs. Alors, vous voyez qu'il est ceinture bleue, là, François-Joseph. Ça veut dire qu'il est passé par ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, etc., tout en animant de plus en plus d'ateliers, de plus en plus de formations. Donc ça, c'est notre fonctionnement qui est très orienté data. Donc là, on voit la data pour une personne, et puis après, il y a la data au global. On voit, on trouvera peut-être des panneaux à un moment, mais le nombre de formés, le nombre de formateurs par pays, etc., etc. C'est sûr qu'on n'est pas sur les indicateurs financiers classiques qu'on pourrait trouver dans d'autres organisations, mais vraiment beaucoup plus sur cet objectif absolu du million de participants, puis du million d'animateurs, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Maintenant qu'on approche les 100 000 animateurs, notre nouvel objectif, c'est de former 1 million d'animateurs dans le monde entier pour faire passer ça de plus en plus à l'échelle. Alors, on a un petit côté start-up dans le sens où, pour passer à l'échelle, on a besoin d'un outil qui soit assez autonomisant, entre guillemets. Et donc, cet outil-là est fait il est multilingue, multi-pays, etc., hein, cet outil qu'on voit là. Et il est fait pour autonomiser des gens qui se lanceraient, je sais pas, au Bangladesh, à Taïwan, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous, les permanents, on soit un frein par notre capacité de travail. Il faut que les gens, grâce à ces outils, puissent être très autonomes et puissent se développer dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est un truc qu'on va retrouver un peu dans les startups. On a une toute petite culture startup à ce niveau-là quand même. Intéressant. Ben, merci beaucoup. Et Céline, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer Label Emmaüs, qui est évidemment totalement différent comme structure, avec des objectifs et un contexte fondamentalement différent de celui de la fresque? Oui, bah, déjà pour commencer, c'est marrant parce on est liés dans le sens où on a créé on a participé pardon, à un atelier à la fresque du climat il y a quelques temps avec toute l'équipe Label Emmaüs et ça nous a beaucoup marqué. C'est vraiment un atelier qui est déjà fédérateur et qui nous avait posé beaucoup de questions en disant bon, et la suite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je trouve que l'atelier est effectivement très bien fait sur la partie et maintenant. Où on sort de là un peu chamboulé et on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà. Alors pour parler de Label Emmaüs, donc une coopérative à but non lucratif. Donc Label Emmaüs, c'est quoi? Déjà, c'est un projet qui est issu du mouvement Emmaüs. Si tu vas sur la slide d'après, un petit rappel sur ce qu'est le mouvement Emmaüs. C'est un mouvement qui parle, hein, qui est assez connu en France, né en 49 sous l'impulsion de l'abbé Pierre. D'ailleurs, on fête aujourd'hui les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, l'appel qu'il avait fait pendant cet hiver 54 où il faisait très très froid dans les rues de Paris et il avait vraiment fait un appel à la mobilisation, à la générosité qui avait soulevé un élan incroyable voilà, de dons un peu partout en France. Et voilà, tout à l'heure, on va avec toutes les équipes d'Emmaüs marcher dans les rues de Paris en souvenir de ce moment. Donc, il s'inscrit ce projet-là au cœur de ce mouvement, avec plus de 300 structures en France. Donc, Label Emmaüs, c'est une des structures du mouvement Emmaüs.
avec une idée, un projet un peu fou de se dire, finalement, dans les structures qui font du réemploi solidaire, il y a beaucoup d'objets. Et ces objets-là, ils peuvent avoir effectivement une seconde vie via le réemploi, mais aussi une seconde chance pour les personnes accueillies dans les structures pour leur permettre de se former. Donc, classiquement, dans le mouvement Emmaüs, il y a des salles de vente. Donc, les personnes qui sont accueillies par leur travail sont hébergées, sont formées aussi à tous ces métiers-là. Et avec le projet, du coup, de Label Emmaüs, l'idée, c'était d'aller dans un secteur qui était pas du tout commun entre guillemets pour les acteurs classiques, qui est le secteur du e-commerce et du e-commerce social et solidaire. Donc le projet est né sous forme d'une coopérative. Pour ceux qui connaissent pas bien, la coopérative, je dirais que c'est un peu à la frontière entre l'association et l'entreprise classique. Ça permet notamment dans la gouvernance, quelque chose qui est assez moderne, novateur, d'avoir une gouvernance partagée enfin, au sein des différentes parties prenantes et d'avoir voilà, quelque chose qui appartient, une structure qui appartient à ses membres. Voilà, à titre personnel, pour avoir travaillé dans des entreprises qui se sont fait racheter par des actionnaires avec une vision très court terme, ça m'avait un petit peu dégoûté de ce monde-là. Et quelque part, le statut juridique de la coopérative à but non lucratif, puisqu'il y a aussi cette particularité qu'il est écrit dans nos statuts que personne ne peut s'enrichir de ce projet. Tout est réinvesti dans l'outil de travail. Voilà, c'est ce qui m'avait aussi convaincu et c'est très intéressant à vivre au quotidien, ce modèle de coopérative. Éco-responsable parce que tous les acteurs en fait, avec lesquels on travaille font du réemploi, et solidaire parce que, et ça on y reviendra, mais donc on fonctionne sous forme de le site e-commerce d'une marketplace, donc une place de marché où chaque marchand, chaque vendeur peut ouvrir une boutique sur Label Emmaüs. On a tout un parcours de formation pour les accompagner. Et pour devenir vendeur sur Label Emmaüs, il faut faire partie de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc on n'accepte pas aujourd'hui n'importe quelle structure et ça fait partie des règles qu'on s'est fixées au sein de la coopérative et du conseil de surveillance pour définir qui pouvait être ce qui allait alimenter notre plateforme. Donc on retrouve un tout petit peu ce côté qui était développé par Guillaume il y a des structures autonomes et elles peuvent finalement nous rejoindre selon un jeu bien sûr de règles établies. N'importe qui ne peut pas rejoindre la plateforme, c'est ça, mais par contre, on peut tout à fait avoir lancé sa propre structure et rejoindre la marketplace. C'est ça l'idée? C'est ça, en fait, c'était dans l'idée de démultiplier l'impact, c'est vrai, un peu comme la fresque du climat, en se disant, bah, nous, depuis notre local, on va pas pouvoir former suffisamment de personnes. Par contre, si on développe un outil qui permet à des structures à travers toute la France de former les personnes qu'elles accompagnent et de démultiplier l'impact, voilà, c'était tout gagné. Et c'est aussi pour ça que ce modèle de marketplace a été choisi. Et alors pour décrire un peu comment ça se place aujourd'hui chez nous, donc on est une équipe d'une 60aine de personnes sur la coopérative dans son ensemble, avec plusieurs pôles, plusieurs équipes. Donc moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la marketplace, mais on a d'autres projets, des plateformes logistiques et une école qui permet à des personnes qui ont un niveau infra-bac de se former au métier du e-commerce avec une formation de 6 mois sont totalement prises en charge et qui permet de déboucher sur un diplôme bac+3. Voilà, toujours tous les projets qui ont pu être développés, c'est toujours dans cette même idée, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'impact social en formant toujours plus de personnes et en réemployant toujours plus d'objets. Et concrètement, dans l'équipe, un des partis pris aussi, hein, c'est de se dire, l'idée c'est
d'assurer un partage des richesses. Donc, par exemple, chez nous, l'écart maximum de salaire entre le plus bas salaire et le plus haut salaire est de 1 à 3. Voilà, dans des critères comme le critère ESUS de l'économie sociale et solidaire, ça va de 1 à 10 et à 1 à 7 sur les plus gros les salaires. Voilà, nous, on est assez exigeants à ce niveau-là. Et on a aussi dans l'équipe, au sein de l'équipe, un tiers des personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc, ce sont des personnes qui ont décroché du monde du travail pendant une période et qui sont chez nous vraiment comme un tremplin vers l'emploi, avec une formation qui va jusqu'à 2 ans, ou avec tout un parcours d'accompagnement pour retourner vers le marché du travail classique à la suite de leur immersion. Voilà. Et c'est Et vraiment on a beaucoup de intéressant. femmes aussi. Ah oui, 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 effectivement, 62% de femmes, on voit là sur la Oui. slide. Étonnamment, Je- ça attire beaucoup de femmes, effectivement. On cherche des hommes aussi, hein, si vous souhaitez nous rejoindre. C'est intéressant que du côté de la fresque, est-ce qu'on retrouve aussi des caractéristiques de ce type-là, Guillaume, sur notamment l'écart de salaire? Oui, c'est très parallèle parce qu'en fait, nous aussi, on a des écarts de salaire de 1 à 3. Et nous aussi, on a une majorité de femmes à la fresque. Je ne sais plus les chiffres exactement, mais il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Et puis, on travaille un petit peu à des choses qui me paraissent un peu innovantes, par exemple la transparence des salaires. Ce n'est pas encore fait, hein, mais on réfléchit à la transparence des salaires. Les congés parentaux sont aussi obligatoires pour les hommes. Et il y a moi un projet qui me tient pas mal à cœur, mais qui n'est pas achevé, qui serait de donner 2 jours de congés supplémentaires aux personnes qui ne prennent pas l'avion. Parce que quelque part, prendre le train et le bateau, c'est plus long. Et donc ça, je trouve que symboliquement, c'est quelque chose d'assez chouette. Donc d'essayer un petit peu effectivement d'aligner la gestion des RH sur des valeurs, quoi. C'est une super Intéressant. idée, ça. C'est l'engagement de ne pas prendre l'avion pendant toute l'année ou c'est sur un voyage particulier? Vous avez déjà cadré un petit peu? Ce serait pour une année, on aurait droit à deux D'accord, jours supplémentaires si on ne prend pas l'avion. Et si on super discute. intéressant. Intéressant. Et je crois d'ailleurs, Céline, si je me souviens bien, que vous avez aussi un rythme de travail particulier chez Label Emmaüs pour la plupart des salariés. Alors un rythme, alors pour ceux qui peuvent, puisque on a des entrepôts logistiques, donc on a besoin d'être sur place. Donc on a un rythme assez classique effectivement, du lundi au vendredi, dans les entrepôts et à l'école aussi parce qu'on accueille du public. Après effectivement, bah, on a un modèle assez classique de télétravail qui est possible jusqu'à 2 jours par semaine. Ah oui, pardon, tu parlais de ah oui, effectivement, est-ce qu'on propose aux salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, aux cadres, de passer à 90. Effectivement, c'est quelque chose qui a été mis en place, il y a presque 2 ans maintenant. Parce que dans un contexte où on n'avait pas le budget pour augmenter les salaires, on s'est dit, comment est-ce qu'on fidélise, les équipes? Et donc il y a cette possibilité. Moi, je suis passée effectivement à 90 et ça change la vie. Voilà. Intéressant. Et tu veux nous parler un petit peu plus le contenu de la marketplace, finalement, ce que vous proposez? Oui, bah, effectivement. Alors, pour donner un petit peu d'éléments de contexte, pourquoi est-ce que lancer une marketplace de seconde main? Très rapidement, on est dans un contexte où je l'apprends à personne, hein, la façon de consommer et la surconsommation est toujours d'actualité, hein. Quelques chiffres sur la consommation des ménages. On consomme 3 fois plus que dans les années 60. Il y a 60 d'achat des vêtements de plus. Enfin, on achète 60 de vêtements de plus qu'il y a 15 ans et on les garde 2 fois moins longtemps. Donc malheureusement, la surconsommation, c'est une réalité. L'autre constat qu'on a fait aussi, c'est concernant l'emploi. Il y a aujourd'hui, malgré un taux de chômage en France en 2022 de 7,2%, en 2023, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a presque 100 000 postes d'emploi dans le numérique qui n'étaient pas pourvus.
Donc il y a vraiment une dissonance entre la formation des personnes et tous ces emplois qui recherchent voilà, du monde. Et nous, notre pari, c'était de se dire, eh bien, on va créer une formation, un outil qui permettra à un maximum de personnes de découvrir, de se former au métier du numérique sans avoir besoin de faire un bac+7. Voilà, donc c'est dans ce contexte aussi favorable à ces nouveaux métiers. Et le troisième élément de contexte, c'est le fait qu'il y ait une vraie volonté aussi, un changement dans la façon de consommer. 83% des Français veulent changer leur façon de consommer. Je lisais un rapport ce matin sur la seconde main qui disait que 3/4 des Français ont acheté de la seconde main en 2023. Donc ça y est, c'est ancré quelque part dans la façon de changer. Si on prend l'exemple du marché du textile, par exemple, on estime qu'en 2030, le marché du textile il sera 2 fois plus important que le marché de la fast fashion. Voilà, tout ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que chacun à notre niveau, on prend conscience et on change peu à peu notre façon de consommer. Mais l'autre visage de tout ça, c'est que c'est un secteur qui attire beaucoup et beaucoup d'acteurs du secteur classique, du secteur traditionnel, qui ne font pas forcément de solidarité. Nous, au sein du mouvement Emmaüs, le réemploi, les produits, c'est une raison pour pouvoir former les personnes accueillies dans les structures. C'est un outil, quelque part, qui nous a permis de générer de l'emploi et d'accueillir toutes les personnes-là. Et dans ce contexte de marché en hypercroissance, je vous ai donné quelques acteurs de la seconde main que vous connaissez. Si on prend rien que Vinted, c'est 23 millions d'utilisateurs. C'est des chiffres qui sont considérables, qui sont en pleine augmentation. Et c'est surtout des structures qui ont les capacités aussi de lever beaucoup et qui ont la capacité d'aller très vite et d'investir massivement. Donc, nous, dans un contexte où on est une coopérative à but non lucratif, on intéresse peu les actionnaires puisque personne ne pourra devenir riche en investissant dans notre projet. Mais on a réussi à lever des fonds. Il y a peu, on a réussi à lever 2 millions d'euros. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et voilà, donc le secteur effectivement ultra concurrentiel. Tous les acteurs classiques du retail en fait se lancent dans la seconde main, c'est une réalité. Et nous, structure du réemploi solidaire, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, la quantité de marchandises baisse pas parce qu'on consomme toujours autant, mais par contre la qualité baisse. Et ça, c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que on a le réflexe de plus en plus de revendre ces articles, et notamment les articles avec le plus de valeur, plutôt que de donner. Donc voilà, donc ça veut dire que dans ce contexte-là, il faut s'adapter aussi et prendre en compte tous ces éléments. C'est Si on intéressant ce passe... côté, Ouais, pardon, pardon. ce côté de la concurrence, simplement, et excuse-moi, c'est un point intéressant. Est-ce que du côté de la fresque du climat, alors dans un domaine complètement différent évidemment, mais est-ce qu'il y a aussi cette logique de concurrence? Je pense que des fresques, depuis que la fresque du climat est sortie, il y en a des centaines qui ont été construites. Ça va, je ne sais pas moi, de la fresque de la mobilité, la fresque de l'eau, en passant par la fresque de la publicité même. On pense à 2 tonnes aussi, on pense à l'atelier Ogre, tous ces ateliers qui se sont montés. Comment vous vivez au contraire cette concurrence-là côté fresque? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que je peux faire une petite digression avant sur, sur la seconde main? Il se trouve que nous, à la fresque, alors là, je vais être sur un point un peu technique, mais les permanents, les employés sont équipés d'ordinateurs de deuxième main. On n'utilise que des ordinateurs reconditionnés. Et c'est vrai qu'au début, on les achetait sur Back Market. Et puis c'est vrai que ces grandes plateformes, on s'aperçoit qu'elles font un peu une forme de greenwashing. Enfin, je ne veux pas trop juger non plus, mais il y a, ces grandes plateformes, elles n'ont pas forcément les mêmes intentions que nous, d'une certaine manière. Elles ont des intentions qui sont plus de l'ordre du libéralisme, entre guillemets.
Et finalement, grâce à la fresque du numérique, donc je reparlerai juste après de la fresque du numérique, on a découvert un acteur qui s'appelle Ecoder et qui fait du reconditionnement d'ordinateurs, mais sous un mode plus intéressant. C'est-à-dire que ils essayent vraiment de réparer au maximum les ordinateurs et puis ils utilisent des employés qui sont des gens avec des handicaps ou des choses comme ça. Et donc, on a trouvé un acteur qui a une démarche vraiment très intéressante sur le recyclage, pour le coup, pas des vêtements, mais des ordinateurs. Et donc, c'est tout un. Je trouve que c'est toute une démarche parce que parfois, on se fait un peu avoir, entre guillemets, parce qu'on a l'impression d'être face à des nouveaux acteurs qui sont plus éthiques que d'autres. Et puis, en fait, il faut creuser un peu le sujet, quoi. Je pense par exemple à Vinted qui a été évoqué juste avant. Alors ensuite, je reviens sur le sujet, et effectivement, nous, on a tout un écosystème qui s'est créé de fresques parallèles, alors qu'on appelle avec beaucoup de bienveillance les fresques amies. Le principe du jeu, la fresque du climat, avec ces cartes qui expliquent en fait la vision systémique du changement climatique, a été repris dans la biodiversité, dans le numérique. Donc il y a la fresque de la biodiversité, la fresque du numérique, la fresque de l'énergie, la fresque de la mode. Enfin, il y en a presque une centaine maintenant de fresques parallèles. Et alors, nous, c'est pas du tout un problème pour nous, hein. C'est-à-dire que ça, quelque part, on est un petit peu en leadership là-dessus parce qu'on a une plus grande dimension en termes de bénévoles, en termes de gens sensibilisés. Et donc, on est plutôt, on voit ces fresques amies avec assez beaucoup de bienveillance. Et notre objectif pour 2024, c'est un peu de les aider à croître, en fait. Alors, je parlais tout à l'heure un peu de la démarche open source et les outils qu'on développe, on a envie de les mettre à disposition des autres fresques pour leur permettre de prendre de l'ampleur aussi, de passer à l'échelle aussi. Parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que le CO2, hein, il n'y a pas que le climat, il y a aussi d'autres sujets comme la biodiversité et autres. Il y a aussi des fresques qui traitent de l'égalité homme-femme, enfin de toutes sortes de sujets. Et donc pour nous, c'est du pain béni, quoi. Je veux dire, ça ne pose pas un problème. Et on a plutôt envie de les aider et puis quelque part de les fédérer un petit peu, d'avoir une espèce de système de fresques un peu générique. Voilà, on travaille là-dessus pour 2024. D'accord, merci beaucoup. Je te laisse reprendre, pardon, Céline, sur ce que tu étais en train de nous expliquer par rapport à votre activité. Bah, tu peux passer sur les slides d'après, mais justement, ça fait le lien parfait, Guillaume, puisque Ecoder, ce sont un des marchands spécialisés dans l'high-tech qui vend sur la label Emmaüs, effectivement, qui travaille avec des personnes accompagnées en situation de handicap. Et voilà, c'est typiquement le type de marchand qu'on accueille, avec un reconditionnement en pro, hein, puisqu'on a une garantie d'1 an sur tous les produits qu'on achète. Et ça, c'est notre enjeu, effectivement, c'est de pouvoir faire de la réassurance sur des produits qu'on n'imagine pas forcément trouver sur un site e-commerce chez Emmaüs, et voilà, de mettre en avant le fait que ces articles soient effectivement garantis avec les mêmes sécurités d'achat et les garanties post-achat qu'on peut avoir sur les sites cités précédemment. Et 7 ans après du coup, le lancement de la marketplace, aujourd'hui, on a 2,2 millions de produits en ligne, donc via ces différentes catégories, high-tech, le loisir, le mobilier, la déco, la mode, le livre aussi, on a beaucoup de bouquins. Une satisfaction client qu'on surveille très attentivement, comme beaucoup de sites e-commerce, on pose la question aux acheteurs après avoir passé commande, comment ça s'est passé. Et on est très heureux d'avoir une note de 9,1 sur 10. Et on accompagne les marchands qui ont à maintenir ce niveau de satisfaction parce que c'est vraiment un point important pour voilà, passer l'acte d'achat sur n'importe quel site, mais d'autant plus sur le nôtre. Et effectivement, on a un taux de retour assez bas, en dessous de 4%. Alors, c'est lié à plusieurs choses, je pense, lié au fait que les personnes qui achètent peut-être sur Label Emmaüs n'ont pas le réflexe d'aller rendre et échanger comme on peut l'avoir sur des sites de vêtements où tout est fait pour, où on peut avoir des taux de retour jusqu'à presque 40%. Voilà, chez nous, on sensibilise sur l'impact
du transport aussi. Et voilà, on a ce taux de retour, et puisque les vendeurs font des annonces hyper claires avec des détails très précis, le taux de retour est aussi bas. Et puis on a un truc aussi qui est marrant, c'est que finalement les articles, ils sont emballés dans la très grosse majorité avec des cartons récupérés. C'est vrai que ça avait pas tellement de sens d'aller envoyer un camion vintage des années 30 dans un carton hyper moderne, tout neuf. Voilà, donc on incite tous nos marchands à récupérer des cartons pour pouvoir expédier leurs commandes. Donc ça a du sens, quoi. Quelque part, on évite au maximum tout ce qui sera du déchet à la fin du parcours. Et si on va sur la slide d'après, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais effectivement aujourd'hui on travaille avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc pour en citer quelques-unes, on travaille avec le réseau national des ressourceries, avec la Croix-Rouge, avec l'Armée du Salut, mais aussi avec des structures indépendantes, voilà, qui font partie de ce secteur-là. Et notre objectif, c'est aussi de permettre aux structures qu'on accompagne à la fois d'avoir de la visibilité, puisqu'on est quand même un site, on a la chance d'avoir 800 000 visiteurs par mois, donc où il y a la possibilité d'être visible. Donc chaque structure a une page qui est dédiée, un système de géolocalisation qui permet de savoir aussi à combien de kilomètres se situe l'article pour aller découvrir après la structure près de chez soi et aller aussi acheter en boutique, hein. Ça nous intéresse de faire le lien. Donc ça, c'est pour la visibilité physique. Et puis, c'est aussi la possibilité pour ces structures-là de créer de l'emploi concrètement, d'ouvrir des postes pour gérer l'activité e-commerce dans leur structure. Ça, c'est vraiment notre objectif, et on accompagne les structures pour réussir à trouver le modèle économique qui leur permettra d'embaucher 1, 2, 3 personnes sur la gestion de leur boutique e-commerce. Et si on va sur la slide d'après, Simplement, je voudrais l'objectif, rebondir là-dessus, oui, Céline, pardon, parce que pardon. ça, c'est un sujet vraiment intéressant. C'est que dans tout cet accompagnement, justement, des structures qui font partie de vos vendeurs, moi, il y a un aspect qui m'a tout de suite frappé, puisque travaillant dans la data depuis si longtemps, quand on nous donne accès à un rapport, à un jeu de données, etc., la première question qui se pose, c'est comment on va s'assurer que cette donnée, elle ne va pas, elle sera bien partagée uniquement aux bonnes personnes, elle ne va pas fuiter, comment on va faire en sorte que les données soient accessibles uniquement à chaque vendeur pour son périmètre, alors que chez vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les vendeurs doivent avoir accès à leurs données, mais à l'ensemble des données de la marketplace pour pouvoir se comparer, pour pouvoir s'améliorer. Et c'était un challenge dans l'autre sens, c'est comment faire pour que tout le monde puisse accéder facilement aux données de l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme cas. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement de cette différence très forte qu'on peut trouver dans le cadre de l'ESS, où la donnée doit être au contraire la plus ouverte possible? Oui, c'est vrai que ça peut surprendre. Effectivement, nous, on aime bien partager effectivement les chiffres de chacun, parce que dans les réunions qu'on anime, l'idée c'est de prendre exemple de celui qui a eu une super progression, et de creuser avec lui pourquoi ça a marché et quelles sont les clés de succès. Et de la même façon, ceux qui ont des difficultés, donc on partage assez ouvertement. Effectivement, la donnée est disponible à chacun. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une culture de l'économie sociale et solidaire. On est avec beaucoup d'entraide, de pratiques de partage, parce qu'on fait avec les moyens du bord, en fait. C'est vraiment ça, on a peu de moyens, donc on fait avec ce qui est disponible, et je pense qu'on s'entraide beaucoup, ouais. Et du côté de la fresque, Guillaume, je crois qu'on retrouve aussi cette logique de partage, de transparence. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur la façon dont vous le traitez? Est-ce que peut-être je peux partager mon écran un instant pour Oui, montrer bien sûr. mon outil. Euh, Je vais arrêter le partage. Voilà. Je crois qu'il alors, faut que je te donne les droits. Non, tu les as, c'est bon. Normalement, tu as les droits pour le faire.
Voilà, vous devez voir mon écran, je pense, là, voilà. Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Donc là, c'est nos indicateurs. Alors, c'est vrai que ces indicateurs, on les partage avec toute la communauté, parce que c'est quelque part, c'est motivant pour la communauté hein, de voir les choses qui bougent. Et alors, on a une interrogation aussi sur le fait de le partager plus largement. Alors, vous voyez, là, il y a le nombre de participants. Alors, il y a ce qu'on appelle l'exponentielle à droite, hein, c'est le nombre c'est la montée en puissance de la fresque. Là, il y a le nombre d'animateurs, on arrive à 70 000 selon les ceintures. On a aussi les secteurs dans lesquels on a le plus de fresques. Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est les entreprises, etc. Et puis, on a des filtres, là, vous voyez, on peut regarder ce qui se passe dans tel ou tel pays. Donc, on peut regarder ce qui se passe, je sais pas moi, en Chine. Alors, je sais pas si ça va être formidable, hein, Et alors, on a une réflexion aussi qui est de partager les données de ce qui se passe dans les entreprises, de publier, vous voyez, en Chine, il y en a un peu moins qu'en France, euh, par exemple, de dire, voilà, au Crédit Lyonnais, il y a tant de personnes sensibilisées, chez EDF, il y a tant de personnes sensibilisées. On est un peu en discussion avec ces gens-là pour voir si c'est pas un problème pour eux, qu'on partage tout ça de manière très transparente à tout le monde. Parce que ça nous paraît effectivement un facteur de motivation, hein. Par exemple, dire, bah, en tant que Chinois, j'ai envie que ça bouge plus, en tant que salarié lyonnais, j'ai envie que ça bouge plus chez moi, etc. Donc, quelque part, pour nous, ça participe d'une gamification, hein, le fait que les gens aient envie, voyant les indicateurs dans leur entreprise, dans leur pays, etc., aient envie de faire bouger les choses. Et voilà, donc il y a effectivement une envie d'ouverture. Et effectivement, donc là, tous ces indicateurs-là, on les trouve directement dans son interface en tant qu'animateur. Oui, Et il y a aussi, bien sûr, euh, rappelle-nous, mais des indicateurs que vous partagez au grand public sur, sur les résultats, quelque part, de la fresque, n'est-ce pas? alors, au grand public, on partage les indicateurs principaux, oui, le nombre de sensibilisés, le nombre d'animateurs, des choses comme ça. Oui. D'accord. Et voilà, on n'a pas encore participé on n'a pas encore partagé au grand public, par exemple, le nombre de personnes qui auraient fait l'atelier chez EDF ou chez Crédit Lyonnais, parce que ça pourrait leur poser un problème. Mais sinon, c'est l'esprit, ouais, effectivement. On tend vers ça le plus possible. Ouais. Intéressant. Je trouvais que c'était une différence régulière, en tout cas, Céline, c'est pour ça que je voulais en parler en particulier. Je vais juste reprendre le partage d'écran pour nous remettre Et la slide et te laisser nous expliquer la suite. ouais, bah, pour rebondir sur les indicateurs, c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi crucial pour nous parce qu'on est dans le secteur du e-commerce. Donc, au quotidien, on se parle de produits vendus, de paniers moyens. Donc, on a une vision bah, très, très chiffrée de notre activité. Mais l'objectif n'est pas là et on fait chaque année un rapport d'impact qui nous permet de savoir concrètement combien de personnes ont été formées, combien de produits ont été réemployés. Et c'est vraiment ces objectifs-là qu'on partage au sein de l'équipe. Et donc, c'est marrant d'avoir effectivement des indicateurs à la fois très business, très économiques et des indicateurs sociaux. Et donc, en fonction des chiffres, on ne récupère pas la donnée de la même façon. Et tout l'enjeu, c'est aussi de pouvoir la rendre accessible et dynamique voilà, sur notre site et via les différents outils qu'on a à disposition. Et très rapidement, mais effectivement, un des objectifs, c'est le nombre de personnes formées au métier du e-commerce. Donc, nous, depuis le début, on a formé plus de 1700 personnes, dont plus de 1000 personnes qui étaient en parcours d'insertion, donc plutôt éloignées de l'emploi au métier du e-commerce. Et effectivement, gérer une boutique en ligne, on ne réalise pas tellement, mais en fait, c'est comme ouvrir une boutique à part entière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences derrière qui sont développées par les personnes qui s'en occupent. Ça va de savoir gérer un outil informatique de base, hein, se connecter à ses mails, à son back-office. Les personnes qu'on accompagne, pour la très grande majorité, elles n'avaient jamais fait de e-commerce avant. Et tous nos outils, ils ont été pensés pour être hyper accessible et intuitif. Et on a, par exemple, développé cette année avec l'IA. Nous aussi, on se lance là-dessus, ce qui nous permet de rédiger, par exemple, des textes de description
des annonces pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, qui ne sont pas en capacité de rédiger proprement une annonce sans être bloquées. Voilà, il y a la possibilité, c'est pas obligatoire, hein, mais de générer un texte automatique. Et on réfléchit en permanence sur tout ce qui permettrait de rendre nos outils plus accessibles en fait et intuitifs. Et voilà, donc il faut créer des annonces, gérer les expéditions, le service après-vente, tout ça, c'est des compétences qui sont valorisées ensuite dans leur CV et qui permettent de retrouver un métier dans ces secteurs-là par la suite. Et, peut-être pour... Oui, pardon. Pardon, excuse-moi. Juste, est-ce qu'on retrouve, Guillaume, cet enjeu-là aussi de formation au sein de la fresque? Est-ce que, comment vous, aujourd'hui, vous embauchez lorsque vous avez des permanents? Est-ce que vous allez plutôt chercher des personnes qui ont déjà des compétences? Est-ce que vous préférez les former? Nous, on recrute plutôt des gens un peu jeunes qu'on forme nous-mêmes, hein. On a pas mal ce pattern-là. Alors, moi, je peux en parler côté informatique, hein. On recrute des gens pas très expérimentés et on les fait monter en compétences sur les. Mais c'est vrai aussi pour la gestion de la communauté. On a beaucoup de formations internes en fait, pour aider les gens à progresser. Oui. Après, on pourrait parler des publics. Nous, on a aussi un biais actuel, c'est que comme on parle des rapports du GIEC avec un vocabulaire un peu d'ingénieur, c'est vrai qu'on s'adresse d'abord à des populations de gens un peu bac plus X, entre guillemets, et on a un travail en cours sur faire un atelier qui soit un peu plus accessible à des gens qui n'ont pas bac plus X. Donc ça, c'est une grosse réflexion en cours parce que c'est vrai qu'on touche quand même plutôt des CSP++ en premier, et c'est un peu dommage, quoi. On souhaite sortir de ça. D'accord, il y a vraiment cette question de diversification de l'audience aussi qui est un sujet pour vous. C'est-à-dire que si on parle qu'il y a des bobos écolos, c'est un peu embêtant, quoi. On a quand même envie de toucher un peu d'autres publics, ouais. Ok, intéressant. Et du coup, Céline, je crois que tu avais un dernier volet dont tu voulais nous parler avant qu'on regarde les questions qu'on a dans le chat. Oui, bah, peut-être pour conclure un petit peu les objectifs que l'on a concrètement sur la place de marché. Notre objectif pour cette année, c'est de former 40 nouvelles structures supplémentaires. Donc voilà, appel à candidature, hein, si vous connaissez des ressourceries qui font du réemploi et ou de la solidarité près de chez vous. N'hésitez pas à leur parler de Label Emmaüs. On a besoin de nouvelles structures pour alimenter le catalogue parce que c'est vraiment un enjeu. Notre objectif, c'est d'atteindre 3 millions d'objets, enfin de réemployer au total 3 millions d'objets, mais avoir suffisamment pour répondre à tous les besoins et que demain, plutôt qu'aller sur Amazon pour chercher, acheter quelque chose, on pense aller sur notre structure ou d'autres structures similaires qui ont à la fois un impact environnemental et social aussi. Voilà, et donc former toujours plus de personnes, convaincre aussi de nouveaux acheteurs de venir acheter chez nous et rester chez nous. Voilà, et sur le catalogue, j'en ai parlé, voilà un peu nos enjeux. Très bien. Alors, on a une question justement dans le chat qui concerne plus particulièrement la belle Emmaüs. Il y a une personne qui demande, donc Chimène, qui demande dans le cadre réglementaire ou législatif, on va dire, d'une marketplace, il y a des limites sur le partage de données. Euh, jusqu'où jusqu'où allez-vous en termes de partage entre les vendeurs? Comment vous gérez quelque part cette logique réglementaire pour pouvoir quand même partager les datas? Est-ce qu'il y a un enjeu là-dessus? C'est effectivement des données qui sont partagées entre marchands, pas au grand public. Jusqu'à présent, on pense être en conformité. Maintenant, encore une fois, on est une petite structure, on apprend au quotidien. Donc, si jamais c'était un enjeu, ça pourrait devenir un sujet. On fera appel à toi, Ludovic, pour, pour rendre certaines données plus confidentielles.
Ça marche. Mais est-ce que par exemple, il y a des éléments contractuels pour un vendeur qui dit que de toute façon, les données de ses ventes seront visibles, par exemple? Est-ce que ça fait partie Oui, des alors éléments que vous auriez besoin? effectivement, hein, dans le contrat, enfin, donc Marketplace qui dit contrat signé par tous les marchands qui rejoignent le projet, ils ont par exemple l'interdiction de récupérer les données des utilisateurs. Ça, on est très vigilant, hein. Il n'y a aucune donnée sur qui contactent, le mail de ceux qu'ils achètent. Et ça, ils n'ont pas la possibilité de faire des extractions, par exemple, etc. Si on est sur la protection de la donnée personnelle, on est très vigilant, effectivement, de rentrer dans les clous. Et chaque marchand signe aussi donc, nos CGU, les conditions générales d'utilisation, mais aussi chaque marchand a ses conditions générales de vente qui sont affichées obligatoirement sur toutes les fiches marchands. Donc voilà comment effectivement on s'adapte à la réglementation qui évolue en plus, hein, la réglementation des marketplaces. C'est bien, qui devient d'ailleurs plus stricte aussi sur certains aspects, notamment la promotion. On ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de remise. Et donc voilà, on suit toutes ces normes et on essaye d'accompagner toutes les structures à suivre ce mouvement aussi. Et du côté de la fresque, Guillaume, sur les enjeux réglementaires, comment vous les traitez pour tout ce qui est data, justement, ces enjeux-là? À la fresque, on essaye d'être vraiment propre vis-à-vis du RGPD. En fait, dans notre outil, que j'appelle la plateforme, là, on chiffre toutes les données personnelles et en fait, tous les indicateurs sur lesquels on travaille, ça exclut les données personnelles, hein. Donc, on a fait vraiment une espèce de séparation entre les données statistiques et les données personnelles. Alors, pour moi, à un moment donné, ça n'a pas été très facile parce que j'ai parlé tout à l'heure du soir, mais du fait qu'on laissait les gens prendre des initiatives. Et c'est vrai qu'au tout début de la fresque, il y avait des gens qui créaient des formulaires dans tous les sens pour collecter des informations sur des personnes. Et j'ai dû un peu faire le ménage là-dedans, parce qu'il y a ce côté un peu voilà, libre. Ça a pu créer des entrepôts de données personnelles dans tous les sens. Et ça a été un des sujets quand je suis arrivé à la fresque, en effet. Mais voilà, sinon, on travaille aussi sur l'effacement des données personnelles à date, conformément au RGPD. Donc, on garde des informations à des fins statistiques, mais on peut soit, au bout de quelques mois, quelques années, effacer les données personnelles, soit le faire à la demande de l'utilisateur. Enfin, on essaye d'être vraiment carré là-dessus, oui. Excellent. Je vous propose pour conclure de dire un petit mot sur comment vous voyez votre association en 2030. Par exemple, qu'est-ce que serait la fresque en 2030, normalement, Guillaume, par exemple? Alors là nous, ce qu'on dit entre nous de manière un peu humoristique, c'est que pour nous, la fresque en 2030, elle n'existe plus. C'est-à-dire que si on a fait notre travail et qu'on a sensibilisé les gens au changement climatique, on n'a plus besoin de nous. Notre objectif, c'est pas de durer éternellement comme une société privée. Notre objectif, c'est vraiment de faire avancer le sujet du changement climatique. Donc voilà. Donc si on est encore là en 2030, c'est un peu un constat d'échec pour nous. Mais bon, Et de ton côté, Céline, qu'est-ce que ça signifierait du coup euh, en 2030, Label Emmaüs? Est-ce qu'aussi Label Emmaüs disparaîtrait parce que le problème serait réglé euh, sur vos sujets? Je le souhaite, malheureusement 2030 c'est demain, et donc je pense qu'on aura encore besoin d'exister. Euh, oui, on est en train de travailler l'ouverture de plusieurs écoles. On a aujourd'hui une école qui est située à Noisy-le-Sec. On voudrait en ouvrir dans plusieurs villes en France, voilà, pour rendre accessible cette formation des métiers du e-commerce et aller plus loin. Donc ça, c'est un des enjeux. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait se dire qu'en 2030, on a fédéré tous les acteurs du e-commerce et enfin du réemploi de la solidarité et que ça soit un réflexe à chacun de penser à regarder seconde main solidaire avant d'acheter la première main. Un peu les rêves, je dirais. Et d'atteindre l'équilibre économique aussi, puisque ça, c'est un enjeu aussi qu'on atteindra dans quelques années, mais en 2030, voilà, suffisamment d'équilibre pour pouvoir réinvestir et aller toujours plus loin. Excellent. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée.
On espère vraiment que ces deux associations vont effectivement atteindre ces rêves et que la fresque finisse par disparaître. Du coup, ça sera le rêve parce qu'il n'y a plus besoin. Ça, ce serait formidable. Et donc, une marketplace label Emmaüs qui s'est considérablement développée et qui a notamment développé la capacité à former aussi tout un tas de personnes en situation de réinsertion. Merci encore. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Très bientôt. Au revoir.